Le ministre doit impérativement être au ministère à 18h30 et moi, je dois impérativement être à la conférence des présidents à 18h. Donc voilà, on va essayer d'être assez rapide. Monsieur le ministre, mes chers collègues, nous sommes réunis pour l'examen du volet environnemental du projet de loi de finances pour 2024 avec les deux principaux, la mission, deux principaux protagonistes chargés du pilotage budgétaire de la mission écologie et Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Vagues de chaleur, sécheresse d'ampleur inédite, inondations et précipitations torrentielles, érosion côtière, incendies de forte intensité, dépérissement des forêts, les effets du changement climatique sont ressentis avec acuité par nos concitoyens. À côté des inégalités et du pouvoir d'achat, le rapport annuel sur l'état de la France du CESE a souligné que l'éco-anxiété est une préoccupation majeure des Français. Des politiques publiques ambitieuses et volontaires en matière climatique et environnementale sont plus que jamais un impératif pour adapter notre pays à la hausse sans précédent des températures d'ici la fin du siècle. Le gouvernement a pris acte de la nouvelle donne en instaurant un secrétariat général à la planification écologique pour promouvoir une approche globale de la transversalité dans l'action interministérielle et des politiques à la cohérence renforcée. C'est une démarche que nous saluons, car nous avons toujours considéré que l'environnement n'était pas une politique sectorielle, mais avait vocation à être prise en compte de toutes les politiques. Nous avons d'ailleurs plusieurs motifs de satisfaction à l'analyse de ce projet de loi. Un verdissement du budget de l'État grâce à la baisse des dépenses défavorables à l'environnement, une augmentation significative des moyens consacrés à la mission, ainsi qu'un renforcement du schéma d'emploi du ministère et des opérateurs sous tutelle, sans oublier la hausse du fonds vert de 500 millions d'euros pour décliner territorialement les ambitions. Ce projet de loi de finances se veut une réponse budgétaire aux multiples défis de la transition, qu'il s'agisse de la décarbonation, qu'il s'agisse de la reconquête de la biodiversité, de la souveraineté énergétique ou encore du développement des mobilités. Le défi de la territorialisation des politiques environnementales reste à relever car les élus locaux sont toujours insuffisamment associés pour coélaborer les chemins de la transition avec les habitants. L'impact des activités économiques et industrielles doit être réduit sans pénaliser, bien sûr, la compétitivité de nos entreprises. L'atteinte de nos objectifs à la sobriété foncière n'a toujours pas trouvé son modèle financier et son modèle social. La prévention et l'indemnisation des risques naturels majeurs doit changer d'échelle pour anticiper des événements majeurs et l'impossibilité d'assurer certains risques. La résilience hydrique doit encore être renforcée pour faire face à des étés où l'eau vient à manquer dans les cours d'eau, mais également au robinet. Ces défis ne sont pas que budgétaires, ils reposent tout autant sur la cohérence de l'action de l'État et de la coordination des efforts de tous les acteurs. Sur ce point, j'aimerais connaître votre méthodologie et vos stratégies de conviction pour allier vos collègues ministres au bien fondé des politiques climatiques et environnementales ambitieuses. Si l'action publique ne saurait se ranger uniquement sous la bannière de l'environnement, comment peut-on limiter autant que faire se peut les effets néfastes sur le climat et la biodiversité des autres politiques publiques? Quelle est votre réponse climato-cynisme qui semble se développer au niveau international? Comment faire de l'environnement une grande cause nationale qui survive non seulement aux alternances politiques, mais également au poids croissant de la dette publique et à toutes les autres priorités publiques également légitimes? Au-delà de ces questions de méthode, mes interrogations portent sur le principe des COP régionales, imaginées dans le but de territorialiser les mesures de planification écologique à une échelle plus fine et d'associer les collectivités chefs de file en la matière. Pourriez-vous nous préciser ce que le gouvernement attend de ces concertations, parfois critiquées par les exécutifs régionaux comme trop descendantes, et la manière dont il envisage et prépare les sessions de travail? Quelles traductions concrètes sont à espérer au terme des échanges et des débats entre les élus locaux et l'État? Dans le cadre, comment maximiser l'effet levier du fonds vert dans les territoires et faire en sorte que les sommes allouées aux maires permettent réellement de déclencher des décisions d'investissement pour préparer l'adaptation des territoires? Pouvez-vous nous rassurer sur la pérennité de ce fonds vert pour les années à venir? Ce fonds a-t-il vocation à devenir la caisse de mutualisation budgétaire des dépenses en faveur de la transition écologique? Je ne serai pas plus long, je souhaitais simplement amorcer le dialogue avec ces quelques préliminaires avant de laisser la parole aux commissaires, et ils sont 8, pour les traditionnelles séries de questions-réponses. Monsieur le ministre, je vous laisse la parole.
Merci Monsieur le Président, merci pour votre présence, Mesdames et Messieurs les sénateurs, et puis merci de me permettre de répondre à vos questions. Je vais essayer de vous imiter, Monsieur le Président. Je ne me lève pas au-dessus de ma condition, mais je vais néanmoins calquer ma prise de parole sur la vôtre pour qu'elle soit courte et pour laisser un maximum de temps aux questions, tant la nature de ces questions peut être diverse, et si je vous emmène dans un tunnel qui consiste à décrire par le menu les 10 milliards d'euros d'autorisation d'engagement prévus l'année prochaine, ou si je commence à vous faire un abécédaire, je mettrai trop de temps à arriver aux ZFE, aux ZRR et aux ZAN qui peut-être intéressent un certain nombre d'entre vous et dont la première lettre me conduirait à trop retarder le moment où je les évoque. Ce que je veux vous dire, c'est que nous sommes en train d'examiner le PLF. Il y a des mesures qui ne sont pas dans ce PLF, qui par définition feront l'objet de textes ou de mesures spécifiques, parce que la transition écologique, c'est bien sûr une question de moyens budgétaires. Ça a été objectivé par le rapport Pisani-Ferry, mais c'est aussi une question d'état d'esprit et de volonté. Et je réponds tout de suite à votre première question sur l'interministériel. Les deux leviers principaux pour faire en sorte de changer d'échelle et de braquet, ou plus exactement les trois, c'est la formation. Nous l'avons engagé pour les 25 000 principaux cadres de l'État et énormément de cabinets se sont penchés sur des fresques du climat à leur échelle. Comprendre les enjeux et disposer des éléments. Deux, c'est la planification, le fait que nous ayons un secrétariat général qui soit rattaché à Matignon et pas seulement un ministre de la transition écologique qui s'agite pendant que ses collègues continuent dans leur couloir. Et trois, et c'est ma méthode, chiffrer le coût de l'inaction. On regarde parfois ce que ça nous coûte de faire des choses, mais on ne regarde jamais ce que ça nous coûte de ne rien faire. Et si je prends un exemple très simple, qui est la sécheresse 2022, le coût c'est 2,5 milliards. Ça a aidé à convaincre qu'il fallait augmenter le budget des agences de l'eau de 475 millions d'euros par an pour améliorer la résilience, lutter contre les fuites, faire en sorte de prémunir une partie des difficultés. Ce budget, il est porteur, je l'ai dit, de 10 milliards. C'est une hausse de 15% des moyens du ministère. 10 milliards d'autorisations d'engagement, mais j'insiste sur ce chiffre parce qu'il ne faut pas seulement regarder les crédits de paiement. En particulier sur le plan ferroviaire, on sait que la première année, vous ne faites que les études et donc que les sommes à engager sont faibles. Et donc ce qui compte, c'est bien ce que vous initiez de façon globale. Dans ces 10, 7 sont pilotés par mon pôle ministériel, 3 sont à l'extérieur. Je pense par exemple aux crédits sur la forêt qui peuvent relever du ministère de l'Agriculture. Je pense aux crédits pour l'immobilier de l'État, pour que l'État soit lui-même en situation de rénover ses bâtiments et pas seulement d'inciter les autres à le faire. Deuxième point que je souhaite mettre en avant dans ce budget, ce sont les postes. Pour mener le combat contre le dérèglement climatique, il faut des femmes et des hommes. Le pôle ministériel de la transition écologique est celui qui a perdu le plus d'emplois, que ce soit en interne ou au travers de ses opérateurs, tout gouvernement confondu depuis 20 ans, en pourcentage. L'année prochaine, c'est 760 créations nettes de postes pour le pôle ministériel que je dirige après, pour la première fois, une stabilité que j'avais obtenue en 2023. Et dans ces 760, une part est pour le ministère central, une part est pour les opérateurs, y compris des opérateurs emblématiques. Je pense à l'OFB, je pense à Météo France, pour lequel nous créons 25 postes l'année prochaine, après en avoir créé 23 cette année. Et je pourrais évidemment égrener les choses, l'ADEME, le CEREMA, etc. Je m'arrête là, je ne fais pas un inventaire à la Prévert préventif. Les grands domaines sur lesquels nous renforçons nos moyens budgétaires, c'est d'abord la rénovation. La rénovation énergétique, elle a un mérite, c'est qu'elle est bonne pour la fin du monde et pour la fin du mois, et qu'elle génère des emplois qui ne sont pas délocalisables. 1,6 milliard d'euros supplémentaires, dont une part fléchée vers le logement social, de manière à pouvoir accélérer des rénovations qui soient des rénovations globales, le tout accompagné d'une refonte de MaPrimeRénov' autour de deux piliers, un pilier performance et un pilier efficacité que je suis évidemment capable de détailler devant vous, et quelques autres sujets complémentaires. En matière de logement, la volonté de faire en sorte de nous appuyer sur le bâti existant nous conduit également à faciliter la transformation de bureaux en logements. Je vous rappelle que c'est 3,5 millions de mètres carrés pour la seule région parisienne et qui parfois se heurtent à des dispositifs qui ne sont pas des problèmes seulement budgétaires ou fiscaux, mais des problèmes réglementaires. L'autre grand domaine dans lequel nous avançons, c'est bien entendu celui des mobilités. Vous retrouverez évidemment sans surprise dans le budget le plan vélo, doté de ces 200 millions d'euros à comparer aux 50 de 2018 et aux 0 des années précédentes 2018. Vous retrouverez le verdissement du parc automobile avec la nouveauté qui va être déployée dans les prochains jours, qui est le leasing social à 100 € qui se déploiera au titre de l'année 2024 et qui permettra, conformément à la promesse du candidat, de pouvoir faire en sorte qu'un certain nombre de Français, entre 20 et 25 000 sans doute en 2024, puissent bénéficier de ce dispositif. Je vous rappelle, et ça a d'ailleurs fait partie des interpellations de cette maison l'année dernière, que nous réservons
ce leasing à des voitures qui sont construites en France ou en Europe pour ne pas utiliser l'argent public pour soutenir la filière automobile chinoise, ce qui entraîne le fait que nous ayons une première marche en termes de disponibilité moins importante que ce que nous aurions pu souhaiter. Ensuite, c'est la biodiversité. Dans quelques jours, avant la fin du mois de novembre, nous présenterons avec Sarah Lahiri la stratégie nationale de biodiversité. Quand on parle d'écologie, on a tendance aujourd'hui à se concentrer sur le climat. Pour des raisons évidentes, c'est qu'il y a le GIEC et c'est qu'on a un indicateur qui est simple à retenir, que sont les tonnes de CO2. L'érosion de la biodiversité, qui est plus complexe à mesurer parce qu'elle agrège des quantités d'indicateurs, et même s'il y a une sorte de GIEC de la biodiversité qui est l'IPBES, il est plus complexe de suivre ces sujets, mais ce sont 800 millions d'euros qui sont consacrés, et le Conseil national de la biodiversité qui s'est penché sur la stratégie du gouvernement, 78 membres, a émis un avis avec 0 avis négatif. Je le signale, ça n'est pas le cas de figure le plus probable au sein du ministère de l'écologie quand le gouvernement présente des dispositifs. 70 votes pour, 8 abstentions. Je tenais évidemment à le souligner. Augmentation des moyens des agences de l'eau, conformément à ce qui a pu être indiqué. Stratégie nationale de la biodiversité. Des crédits complémentaires également pour le fonds chaleur, 300 millions d'euros pour l'ADEME. Là aussi, vous aviez en séance l'année dernière interrogé la trajectoire. Nous vous avions répondu que c'était grâce à la trésorerie de l'ADEME qu'il pourrait y avoir 800 millions d'engagés là où il n'y avait que 500 millions de budget. Cette trésorerie ayant été mise à contribution, nous augmentons les crédits à la hauteur que vous souhaitiez. Enfin, vous m'avez interrogé sur le fonds vert. Il est pérennisé et il est augmenté. Il passe de 2 milliards à 2,5 milliards d'euros et je tiens à vous dire que la hausse à disposition des préfets est plus élevée que ce que ces 500 millions d'euros peuvent laisser présager de manière faciale. La réalité du fonds vert, c'est que c'était 1,5 milliard à la main des préfets et un demi-milliard de recyclage de l'excédent de l'année 2022 de CVAE par rapport à la trajectoire triennale permettant de calculer le niveau de compensation de TVA prenant place dans le panier de recettes des collectivités territoriales. Nous maintenons un fonds qui passe à 2,5 milliards et qui désormais est à la main des préfets, sans appel à projet, sans appel à manifestation d'intérêt et qui a rencontré un succès en 2023. Au-delà de nos espérances, je suis d'ores et déjà en mesure de vous dire que ce seront plus de 8000 communes qui bénéficieront d'une subvention dans le cadre du fonds vert, générant l'équivalent de 10 milliards d'euros d'investissement à un titre ou à un autre dans la transition écologique, pas très loin des estimations de I4C chiffrant à 12,5 la part que les collectivités devraient prendre sur une part globale de 33 milliards dans le cadre du rapport Pisani-Ferry. Vous m'avez interrogé sur la diplomatie environnementale et donc sur ce qui nous attend dans les prochaines semaines. Je suis tenté de vous dire qu'en matière d'environnement, pour paraphraser un théologien, nous devons faire comme si tout dépendait de nous et de nous uniquement, et donc nous concentrer sur ce que nous pouvons faire à l'échelle de la France et parfois nous rappeler que beaucoup de choses dépendent malheureusement de la façon dont les choses s'agencent sur le plan mondial. Les chiffres publiés aujourd'hui sur la progression des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale témoignent du chemin qui reste à parcourir à l'échelle de la planète, là où notre pays, pour une année supplémentaire, continue à baisser ses émissions et nous avons un premier semestre historique de baisse d'émissions, puisqu'après la moyenne à plus de 2% de ces 6 dernières années, nous sommes sur une trajectoire à 4,7% sur les 2 premiers trimestres de l'année 2023, correspondant au doublement que nous devrions atteindre pour être dans le bon rythme, conformément à la planification. Vous m'avez interrogé sur la façon d'embarquer le pays et ensuite sur les COP régionales et je vais vous répondre en une fois sur ces 2 sujets. Nous avons en matière d'écologie la montée de 2 types de populisme. Un climato-scepticisme qui n'a pas disparu, qui trouve une belle résurgence sur les réseaux sociaux de gens qui expliquent qu'il n'y a pas de problème de sécheresse parce qu'il pleut ou qu'il n'y a pas de problème de chaleur parce qu'il y a une journée où il a fait froid. Et qui prend parfois une autre forme, qui consiste globalement à se demander si nous n'en faisons pas trop. Et à l'inverse, vous avez un discours qui consiste à laisser dire que nous ne ferions rien et qui, je le considère comme tel, est une forme de climato-défaitisme et qui dit que si on ne fait pas tout, c'est comme si on ne faisait rien. Si on laisse une route se réaliser dans le pays, c'est qu'on ne fait pas de planification écologique. Et si on n'interdit pas les jets, c'est la preuve que nous n'avons aucune ambition environnementale. Si on n'est pas capable de sortir de ce type de posture, qui dans les 2 cas sont des impasses, on oublie que la plupart de nos concitoyens, vous l'avez dit en amont, aujourd'hui, ce qui les contrarie, ce qui leur pollue la vie, ce qui les inquiète pour l'avenir, ce sont ces temps incertains, ces multiplications de catastrophes, c'est les conséquences de ce qui s'est passé dans la Vésubie ou dans le Pas-de-Calais, bien plus que les perspectives de mettre en place des dispositifs qui les protégeront, même si nous avons vocation à continuer à les assouplir.
Embarquer le pays, ça veut dire sortir de ces postures et ne pas laisser en quelque sorte les extrêmes monopoliser ce débat et être capable de montrer qu'il y a un chemin dans lequel écologie et économie riment, dans lequel l'écologie n'est pas le prétexte pour taxer ou pour interdire, mais une manière de défendre notre identité et notre souveraineté, et une façon plus large d'insister sur le fait que c'est une défense de nos modes de vie, de la capacité que nous aurons à laisser à nos enfants un monde qui soit le plus vivable possible. C'est mon obsession. Le modeste moyen que j'ai trouvé a été d'entamer un tour de France. Je suis rendu à 7 débats avec des citoyens dans des salles, jamais moins de 250 personnes, jamais moins de 2h30 de réunion, avec des questions aussi diverses que les éoliennes offshore, les passoires énergétiques, la mise en place des ZFE, la complexité du ZAN, quand il y a des élus, et puis des sujets de tous les jours sur un gérant de station de lavage parce qu'il ne peut pas travailler à cause d'un arrêté sécheresse, un agriculteur qui s'interroge sur les injonctions contradictoires qu'il y a au titre de la viande et du stockage dans les prairies, les difficultés, enfin bref, je ne vais pas vous faire l'article, vous connaissez ces sujets par cœur, vous les rencontrez dans vos départements, vous en êtes des porte-voix fidèles quand vous avez l'occasion de vous exprimer dans l'hémicycle, et je me réjouis de répondre aux quelques questions sur lesquelles vous déciderez de cibler vos interventions. Merci, Monsieur le ministre. Je donne la parole à Pascal Martin. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, rapporteur des crédits sur la prévention des risques, ma première question portera sur les moyens dédiés à l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement. En 2022, dans le cadre d'un rapport d'information au titre du droit de suite de la commission d'enquête Lubrizol, j'avais alerté sur les engagements non tenus par l'État suite à l'incendie de cette usine rouennaise. En 2019, le gouvernement s'était engagé à augmenter de 50% les contrôles de sites ICPE d'ici 2022 pour atteindre 27 000 contrôles par an. En 2022, seuls 22 800 contrôles ont été effectués. L'objectif n'est pas atteint. Prenant acte de cette situation, le projet de loi de finances pour 2024 repousse cet objectif de 27 000 contrôles à 2027. Permettez-moi, Monsieur le ministre, d'être interrogatif sur la capacité du gouvernement à atteindre cet objectif en 2027. Les effectifs réels de l'inspection restent stables en raison, me semble-t-il, d'un manque d'attractivité, d'une part, malgré la création d'une cinquantaine de postes depuis 2020. L'inspection est également confrontée à un nouveau défi. L'adaptation au changement de procédure de la loi du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte, qui exige, et c'est une nouveauté dans le cadre de l'examen de l'autorisation environnementale, un dialogue approfondi entre porteurs de projets et administration en amont du dépôt de dossier. Comment, Monsieur le ministre, expliquez-vous ce report d'objectif des contrôles à 2027 ? Quels moyens allez-vous consacrer d'ici 2027 à la montée en puissance des contrôles ICPE ? Je souhaite également vous interroger sur le bilan des plans de prévention des risques technologiques, autrement appelés PPRT, créés il y a maintenant 20 ans, suite à l'accident de l'usine AZF, pour protéger les populations situées à proximité des sites industriels. L'association Amaris, qui réunit les collectivités accueillant sur leur territoire des activités générant des risques industriels majeurs, dresse dans un rapport récent de septembre 2023 un bilan mitigé du dispositif. Faute de financement adéquat et par manque d'information, 75% des logements privés exposés ne font pas l'objet de travaux de mise en sécurité à ce jour et seulement 62% des mesures foncières d'expropriation ou de délaissement ont été réalisées. Dans un contexte de réindustrialisation nécessaire pour notre souveraineté comme pour la transition écologique, la protection des riverains conditionnera l'acceptabilité locale des nouveaux projets industriels. Deuxième question donc, partagez-vous le constat d'Amaris soulignant que les PPRT n'ont pas atteint globalement leur objectif? Enfin, troisième question, sujet particulièrement et malheureusement d'actualité, le risque inondation. L'année dernière, dans le cadre de l'avis budgétaire sur les crédits relatifs à la prévention des risques, j'avais insisté sur la nécessité, dans le contexte du dérèglement climatique, de donner une priorité aux mesures de prévention du risque inondation. J'avais ainsi proposé par amendement de sécuriser l'attribution de 15 millions d'euros dédiés au renforcement de l'accompagnement des collectivités territoriales dans les actions de prévention, proposition qui malheureusement n'a pas été retenue dans le texte définitif. Après la tempête Alex en 2020, le risque inondation, il n'est pas nécessaire d'insister, est de nouveau sur le devant de la scène aujourd'hui avec les événements, notamment, vous y avez fait allusion, Monsieur le ministre, dans le département du Pas-de-Calais. Notre commission, d'ailleurs, organisera un déplacement
que je conduirai jeudi 23 novembre afin d'exprimer notre solidarité avec ce territoire durement touché et afin d'observer la réponse des services de l'État et surtout d'entendre les habitants, les collectivités territoriales et les acteurs économiques. Dans ce projet de loi de finances, à l'issue de la première lecture à l'Assemblée nationale, le gouvernement a retenu un amendement sur le risque inondation qui prolonge pour 2 ans supplémentaires l'expérimentation Mieux reconstruire après inondation. Je m'en félicite. À la lumière de la catastrophe naturelle en cours et à la suite des annonces du président de la République du 14 novembre dernier, Monsieur le ministre, d'autres amendements au projet de loi de finances 2024 sont-ils prévus afin de renforcer la prévention du risque inondation? Je vous remercie. Merci. La parole est à Guillaume Chevrollier. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, en tant que rapporteur pour avis, paysage, eau et biodiversité et élu de la Mayenne, département de bocage par excellence, je voudrais aborder la question des haies. On estime que plus des 2/3 du linéaire des haies ont disparu en France depuis le milieu du siècle dernier. Cette disparition silencieuse et lourde d'impact pour les territoires est difficile à quantifier. Selon l'Office français de la biodiversité, environ 11 500 kilomètres de haies disparaissent chaque année pour 3 500 replantés. Les services écosystémiques rendus par les haies sont pourtant de premier ordre. Certains estiment qu'elles peuvent être comparées à des tours de Babel écologiques en servant non seulement de refuge, mais également de réserve de nourriture, de corridors de biodiversité, de régulation des flux hydriques, autrement dit de ralentissement du cycle de l'eau, mais également de brise-vent pour les cultures, mais aussi utile pour les troupeaux dans nos régions agricoles d'élevage. Malgré ces bénéfices reconnus depuis longtemps, les haies n'ont pas trouvé leurs défenseurs et elles continuent de disparaître lentement de nos paysages, malgré les alertes de certains élus. Face à cette situation, le gouvernement a récemment initié un pacte en faveur de la haie et a annoncé la mise en œuvre d'un observatoire de la haie. J'aimerais savoir comment vous comptez atteindre l'objectif de 50 000 haies nouvelles d'ici 2030. Les opérateurs que j'ai entendus dans le cadre de mes auditions budgétaires m'ont indiqué qu'aujourd'hui, personne n'est en mesure de quantifier précisément les plantations et les arrachages à l'échelle nationale. Une comptabilité spécifique des haies en flux et en stock s'avère à mon sens nécessaire. Est-ce une préoccupation que vous partagez et quels mécanismes comptez-vous déployer en direction des agriculteurs et des propriétaires fonciers pour accroître l'acceptabilité économique des haies? J'ajoute par ailleurs que l'impact du déploiement de la fibre optique aussi sur les territoires a eu des effets souvent négatifs sur les haies en lisière de champs agricoles, la solution de l'enfouissement étant onéreuse mais qui aurait été plus sécurisée, notamment dans le contexte du changement climatique. Donc il faut vraiment, Monsieur le ministre, donner les moyens à l'agriculture de préserver ces haies et aussi simplifier, parce que les haies, c'est régi par plus de 5 codes. Donc si on veut de l'efficacité, il faut aussi de la simplicité. Par ailleurs, donc, sur le projet de loi de finances, l'article 16 du projet de loi pour 2024 réforme quant à lui les redevances perçues par les agences de l'eau, ainsi que l'avaient déjà prévu les assises de l'eau de 2019 et le plan eau présenté en mars dernier. L'idée de rééquilibrer la charge fiscale entre les différentes catégories d'usagers de l'eau et d'accompagner le relèvement du plafond mordant des recettes des agences de l'eau, vous en avez parlé, ça mérite d'être salué, car elle améliorera la qualité du signal prix de la facture d'eau et constitue une première brique vers une sobriété accrue des usages. Par ailleurs, la redevance pour pollution diffuse est rehaussée et ce budget fixe un taux minimum et un maximum pour les autres redevances, en laissant le soin au comité de bassin de voter un taux dans cette fourchette. Un prix plancher a également été défini pour les prélèvements d'eau pour l'irrigation, mais à un coût de 0,2 centimes d'euros par mètre cube pour un système gravitaire et de 1,41 centimes d'euros par mètre cube pour les autres méthodes. Ce sont de premières avancées pour résorber le déficit de financement par les usagers autres que les ménages, mais elles sont encore bien timides. Est-ce à la hauteur d'un plan Marshall en faveur des collectivités dont les réseaux affichent dans certains cas des fuites à plus de 50%? Est-ce suffisant pour renforcer la résilience hydrique de notre pays dans un contexte de changement climatique? De même, je ne trouve pas de traces de la redevance dédiée à la biodiversité réclamée par de nombreux acteurs pour financer les actions des agences de l'eau sur le grand cycle de l'eau et la restauration de la biodiversité. Pourquoi n'avoir pas donné suite à cette demande pourtant légitime?
Et enfin, j'aurai une dernière interrogation, ou plutôt un point de vigilance qui ressort d'un certain nombre de mes auditions budgétaires. Plusieurs opérateurs des programmes 113 et 159 m'ont signalé les difficultés qui résultent de la circulaire budgétaire du 11 juin 2010, selon laquelle tous les emplois permanents doivent être inclus dans le plafond d'emploi des opérateurs de l'État, quelle que soit leur modalité de financement. Si la logique prônée par cette circulaire est louable, à savoir la nécessaire maîtrise de l'emploi public dans le contexte des finances publiques que l'on connaît, et la soutenabilité du financement des emplois des opérateurs, elle conduit cependant à des difficultés, notamment pour faire face à la saisonnalité de certaines missions et au développement des recettes commerciales de certains opérateurs. Est-ce une difficulté que vous avez identifiée? Comment surmonter le paradoxe de la nécessité de renforcer les recettes propres grâce à de nouvelles activités lucratives de certains opérateurs, dans un contexte aussi de gratuité de la donnée publique, avec les contraintes existantes en matière de schéma d'emploi? Je pourrais vous donner le détail des opérateurs qui m'ont indiqué cette problématique. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Merci. Il faudra que les commissaires raccourcissent un tout petit peu parce que sinon, j'ai encore plein de demandes de parole. La parole est à Louis-Jean de Nicolaï. Merci, Monsieur le Président. Mon propos s'adressait plus spécifiquement à Dominique Faure, la ministre déléguée auprès des collectivités territoriales, mais comme l'adage permet qu'il vaut mieux s'adresser au bon Dieu qu'à ses saints, je me permets aussi de vous en faire part, Monsieur le ministre. Je souhaite tout d'abord vous interroger sur l'évolution des dotations d'investissement aux collectivités territoriales et plus particulièrement sur la DETR et la DSIL. En 2024, la DETR comme la DSIL resteront quasiment stables et pourtant les collectivités doivent aujourd'hui faire face à une inflation et une hausse de taux d'intérêt sans précédent tout en continuant à rattraper le retard d'investissement causé par 2 années de crise sanitaire. Certes, dans le cadre de votre plan France Ruralité, les dotations attribuées à l'ingénierie territoriale augmentent à hauteur de 20 millions d'euros, tandis que 100 postes de chefs de projet sont créés dans le cadre du programme Villages d'avenir pour un coût de 6 millions d'euros. Vous aidez donc les collectivités dans l'élaboration de leurs projets d'investissement, mais sans pour autant leur donner les moyens d'investir, et ils sont inquiets sur ces possibilités. Comment comptez-vous soutenir ou faire face à l'investissement local sans augmenter les dotations de soutien à l'investissement des collectivités territoriales face à l'inflation des coûts et des taux d'intérêt? Ma deuxième question porte sur la NCT. Durant l'examen de la proposition de loi créant la NCT, pour lequel j'étais rapporteur au nom de cette commission, nous avions émis le souhait de recréer une DATAR, une agence unique de l'aménagement du territoire. Nous avions cependant accepté la survivance de certaines agences aux côtés de la NCT tout en instaurant des conventions de coordination pour assurer une action publique cohérente. Les premières conventions de coordination avec le CEREMA, la Caisse des dépôts et consignations, l'ANA, l'ANRU et l'ADEME sont aujourd'hui arrivées à leur terme et une nouvelle génération de conventions est en cours de signature. Ne serait-ce pas le moment d'engager une réflexion sur le périmètre de la NCT pour rationaliser ce qu'on pourrait appeler un archipel des territoires? Enfin, j'aimerais vous interroger sur les contrats de relance et de transition écologique, CRTE, devenus contrats de réussite de la transition écologique. J'ai constaté sur le terrain que le CRTE n'a pas rempli sa promesse d'un contrat intégrateur et finit par simplement ajouter une couche au millefeuille des documents d'aménagement du territoire. Bien souvent, le CRTE, qui est conçu au niveau intercommunal, n'est pas l'expression d'un projet de territoire, mais une simple liste de projets locaux. La Cour des comptes, dans un rapport paru en octobre 2023, dresse le même constat, observant que les CRTE se chevauchent avec d'autres contrats et ne jouent pas le rôle d'agrégateur espéré. La deuxième génération de CRTE annoncée prend-elle en compte ces critiques? Comment comptez-vous y remédier pour faire en sorte que le CRTE ne soit pas un document d'aménagement supplémentaire, mais bien un contrat intégrateur porteur d'un projet de territoire? Je donne la parole à Rémy Pointereau, puis après je proposerai au ministre de répondre et j'aurai encore un certain nombre d'interventions des commissaires, puis après les... Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le ministre, je souhaiterais tout d'abord évoquer le sujet des zones de revitalisation rurale, ou comme vous proposez de les nommer, les zones France Ruralité Revitalisation. En effet, ces exonérations fiscales auxquelles les élus sont très attachés doivent être réformées et on en convient tous. La réforme que vous proposez dans le cadre de ce projet de loi de finances n'a cependant rien à voir
même va à l'inverse des préconisations du rapport d'information adopté par notre commission en janvier 2023. Nous avions identifié 2 problèmes. Tout d'abord, la maille intercommunale, insuffisamment fine, et les critères retenus qui ne permettent pas d'apprécier la diversité des situations des communes rurales pour un zonage qui soit plus juste et mieux ciblé. Et je regrette que ce projet de loi finance ne règle aucun de ces 2 problèmes, puisqu'il conserve la maille intercommunale et les critères de classement actuels. Pour mon département, c'est 92 communes qui sortent, dont les communes les plus fragiles du département, et dans un département qui perd des habitants. Et en même temps, vous introduisez un 3e problème, c'est-à-dire l'intégration d'aires urbaines dans un zonage rural, puisque vous proposez en effet de classer intégralement 6 départements, ce qui amène à faire bénéficier des villes de plus de 25 000 habitants d'exonérations qui sont conçues spécifiquement pour les espaces ruraux. Le classement en zone France Ruralité Revitalisation d'aires urbaines densément peuplées ne risque-t-il pas de nuire aux vrais territoires ruraux en besoin de revitalisation? Et pourquoi conserver le maillage intercommunal alors que le Sénat, tout comme l'Association des maires de France, l'Association des maires ruraux de France d'ailleurs, préconise un classement à la maille communale? D'autre part, sur un autre sujet, ayant mené une mission avec mon collègue Hervé Gillet, mission d'information sur la gestion durable de l'eau, on s'intéresse également à la mise en œuvre du plan eau et à son déploiement territorial. Et le projet de loi de finances porte diverses mesures pour assurer son financement, comme le relèvement du plafond mordant des recettes des agences de l'eau ou la réforme des redevances, en visant notamment un soutien renforcé aux 170 collectivités dont les réseaux d'eau potable ont un rendement inférieur à 50%, ou encore la création d'un fonds hydraulique agricole pour accompagner les agriculteurs face à la nouvelle donne climatique et hydrique. Quel bilan tirez-vous du déploiement des mesures du plan eau? Comment évolue le travail d'interconnexion des réseaux des communes identifiées comme étant fragiles, parce qu'ayant dû faire face à des ruptures d'approvisionnement au cours des 2 derniers étés? Et comment évoluent les discussions dans les bassins sur le volet sobriété des usages et réduction des prélèvements? Et enfin, sur la réutilisation des eaux usées traitées, vous misez sur 1 millier de projets pour des usages non domestiques. Quelles sont les dynamiques amorcées sur ces questions au cours des 6 premiers mois du déploiement plan eau? Monsieur le ministre. Alors, je vais être rapide pour aller droit au but sur les différentes réponses, quitte à prendre un chouïa plus de temps sur une ou deux, mais pour aller vite. ICPE. Nous prévoyons 100 postes au budget 2024. Et c'est une base. Après, 3 fois plus 25 au cours de ces dernières années pour être capable d'intensifier et de tenir le rythme de contrôle. Là où vous avez raison, c'est que ce n'est pas parce que des postes sont ouverts qu'on a forcément des candidats. Augmentation des salaires, rendre les carrières plus attractives, concours exceptionnel pour rajouter des dates, ce sont autant de leviers sur lesquels nous misons. Je peux vous assurer que depuis que je suis en responsabilité, depuis un peu plus de 500 jours, mon obsession, c'est bien que les engagements qui ont été pris par le passé soient tenus, ce qui explique l'effort budgétaire exceptionnel que nous allons faire au titre de l'année qui arrive, parce que nous partageons l'idée qu'on a besoin dans ce domaine de faire preuve de confiance, et vous avez cité Industrie verte. Notre intérêt écologique est d'arrêter d'importer massivement du bout du monde un certain nombre de choses. C'est notre intérêt économique, mais c'est également notre intérêt écologique, mais on sait que ça pourra se heurter à des difficultés d'acceptation de la part des populations locales qui nécessiteront d'être d'autant plus capables de faire les contrôles qui permettent de rassurer les gens sur la transparence que nous leur devons. Amaris, je ne peux pas remettre en cause le bilan chiffré, j'ai un léger désaccord sur le constat. À lire le rapport Amaris, on a le sentiment que sur les PPRT, les plans de prévention des risques technologiques, le seul souci serait du côté de l'État. Je vous rappelle qu'on est sur un système à double cliquet. Vous avez l'État qui subventionne à hauteur de 40%, qui prescrit des mesures, qui subventionne, et les expros qui sont gérés par les collectivités locales. La situation est contrastée, pour le dire avec le mot qui convient. Elle est contrastée parce que 83% des expropriations de maisons ou de logements ont eu lieu, mais seulement 50%
au titre des activités économiques. Et quand je superpose ces chiffres sur la nature des activités à la carte des territoires, on s'aperçoit que dans certains endroits, on est proche de 100, dans d'autres, on est loin du compte et on est plus proche de 0. Donc, c'est moins une question de volonté politique qu'une question de suivi territorial, puisqu'encore une fois, dans un certain nombre de territoires, ce n'est pas le manque de moyens qu'on nous oppose, c'est un manque de volontarisme pour tenir compte de ce qui se fait, mais on va évidemment donner une suite à ce rapport. Enfin, sur les inondations. 20 millions d'euros de rajout au fonds Barnier, effectivement, dans le contexte dans lequel nous sommes. 2, un constat qui n'est pas une promesse. Il se trouve que nous avons eu, à hauteur de 40 millions d'euros, des subventions fonds verts qu'on a attribuées sur des programmes qui servent à lutter contre les inondations. On ne l'avait pas projeté il y a un an, mais on avait rendu possible que des collectivités puissent demander des margés au titre de ces crédits. Il n'est pas exclu qu'on ait l'année prochaine plus de demandes. 3, on va avoir besoin d'un retour d'expérience un tout petit peu plus fouillé que le constat de désolation qu'on a en ce moment dans le Pas-de-Calais. En vrai, nos dispositifs de prévention ont plutôt marché. Quand vous pensez qu'on est sur le niveau historique, pour la A, pour la Canche, pour la M ou pour la Liane, avec des endroits où on dépasse de 50 cm à 1 mètre les plus hautes eaux jamais mesurées, et qu'on a moins de sinistrés qu'on en avait en 2002, on se dit qu'il s'est passé quelque chose entre les deux. Le entre les deux, c'est des PPRI qui sont parfois décriés quand il n'y a pas d'inondation, mais dont on a pu voir une partie de l'efficacité. C'est des dispositifs de digues qui ont nécessité des investissements de la part des collectivités territoriales importantes, qui ont permis de limiter les dégâts. Et pour avoir échangé avec Martial Sadier sur un tout autre territoire après des inondations records dans la vallée de l'Arve, où on a des niveaux historiques qui dépassent les records de crues de ces dernières années, les travaux qui ont été conduits notamment avec l'agence de l'eau, ont permis là aussi de ne pas avoir des niveaux historiques de dégâts, là où par le passé des crues moins élevées en avaient amené. Le retour d'expérience, ce sera sur la prévention. Sans attendre, il faut qu'on simplifie les règles de curage. Et c'est la raison pour laquelle j'ai répondu tout à l'heure à l'occasion des questions au gouvernement que là-dessus, il fallait qu'on simplifie les choses. Et ça va me permettre de faire le lien avec la haie, si vous voulez bien, les autres mesures de suivi. En particulier, il y en a plein, il y en a qui arrivent des catastrophes naturelles. Est-ce qu'il faut qu'on continue à demander à des maires d'exprimer eux-mêmes une demande de catastrophe naturelle quand ils ne peuvent plus accéder à leur mairie? Est-ce qu'on ne pourrait pas autoriser, quand on a des mairies qui sont inondées, que ce soit le préfet qui fasse la demande pour le compte des communes? Est-ce que, en matière de PPRI, les durées d'études sont raisonnables? Est-ce que dans un certain nombre de cas, où vu du terrain, on sait ce que sont des travaux de confortement qui sont à conduire, on ne doit pas inverser une forme de logique de confiance plutôt que de rester sur des principes de précaution qui sont trop absolus? Et donc, nous aurons ces retours. Et puis, on a des questions de pompage. On voit leur efficacité à l'heure actuelle. Est-ce qu'il faut qu'on laisse des pompes dans des territoires sur lesquels on sait qu'on a ce type de risque, qu'on les confie éventuellement à VNF? Et enfin, comment font nos voisins? Parce que notre humilité française habituelle ne doit pas nous conduire à ne pas regarder ce que d'autres font dans des territoires comparables, avec d'autres histoires et peut-être parfois avec des résultats que nous avons intérêt à regarder. La haie. 70%. C'est le recul du linéaire de haie depuis 1950. Et donc, je veux dire au sénateur Chevrollier, dont je sais la sincérité de l'engagement sur ces sujets et sur ces combats, y compris compte tenu du bocage mayennais dont il est le fervent défenseur, que si nous avons initié un plan haie, c'est à la fois parce que nous avons ce constat d'un point de vue numérique, mais que quand on regarde, on s'aperçoit de la multiplicité des causes qui ont conduit à ce recul. Il y a des causes que je qualifierais de budgétaires, ce n'est pas les plus nombreuses, mais les 110 millions d'euros par an que le MASA va mettre jusqu'à la fin de ce quinquennat sur le plan haie vont être un moyen d'accompagner les porteurs de projets. L'observatoire, pour qu'on objective les éléments. On a des sujets qui peuvent concerner les collectivités territoriales pour être capables que quand elles subventionnent des haies, elles puissent les faire figurer dans des documents d'urbanisme et donc leur confier une possibilité pour agir. Mais on a aussi parfois une inquiétude d'agriculteurs qui disent que s'ils plantent une haie et que pour une raison quelconque ils sont obligés de la détruire, si à l'intérieur il y a des espèces protégées, ils sont susceptibles de tomber sous le coup de sanctions pénales, et donc que c'est la peur d'une forme de principe de précaution ou de préservation de la biodiversité qui les conduit à ne pas agir. Très concrètement, si on ne joue pas sur ces différents leviers en trouvant les bons points d'arbitrage, on n'y arrivera pas. Le plan haie doit être présenté pour la toute fin de l'année. Il est coporté à la fois par Marc Fesneau et par Sarah El Haïry, mais qui est ma secrétaire d'État déléguée, donc je le suis évidemment, ce qui me conduit à pouvoir vous apporter ces premiers éléments de réponse, même si je ne pourrais pas être aussi précis que l'un ou l'autre pourrait l'être. Vous m'interrogez ensuite sur la redevance de l'eau, sur la réforme et sur les perspectives. Première innovation que j'assume, le fait que nous ayons
Non, je ne vais pas vous répondre de cette manière. Pour que le plan eau soit crédible, il faut des moyens. Nous savons comment est-ce qu'on a calibré les moyens de ce plan eau à la satisfaction de tous les comités de bassin sans exception qui ont salué le montant, en nous apercevant que globalement, avec environ 2 milliards d'euros dans les agences, il y a 20 milliards d'euros de travaux. Quand on mesure ce qu'il faut qu'on investisse dans le pays, on se rend compte que la moyenne devrait être à 25, compte tenu des fuites, compte tenu de la résilience, compte tenu de la rehute. Et donc nous augmentons de 25% les moyens des agences en considérant que ça aura l'effet de levier, parce qu'il ne faut pas oublier que dans ce cas-là, l'eau paye l'eau sur les territoires et que dans beaucoup de cas, y compris avec des aquaprès d'une durée de 40 ou de 50 ans, on amortit les travaux qu'on fait à l'échelle d'une collectivité. En revanche, qui paye l'eau? Les particuliers et les agriculteurs. Qui ne paye pas? Les énergéticiens. Alors qu'ils prélèvent une partie importante. La nouveauté dans la redevance, c'est que nous allons fixer un plancher à 100 millions d'euros de contribution à l'intérieur des sommes dont nous parlons, qui permettent d'éviter qu'on fasse porter sur les seuls particuliers et sur les ailes de l'agriculteur une partie du coût global et qu'on fasse là aussi la vérité des coûts, y compris sur la production d'origine nucléaire, dont nous connaissons l'impact et l'importance pour atteindre la neutralité carbone, mais qui doit contribuer à sa part pour éviter que ne s'ouvre une forme de biais sur la contestation de ses vertus. Quand on fait ça, ensuite, ça permet évidemment de soulager le reste de l'augmentation de la redevance. On modifie de 3 critères, on fixe des planchers parce qu'il peut y avoir des hétérogénéités que vous avez rappelées sur lesquelles je ne reviens pas. Un bout de redevance pour pollution diffuse parce qu'on se concentre sur la question de la quantité, mais la question de la qualité doit nous interpeller. 44% seulement des masses d'eau dans ce pays en bon état écologique, et un principe simple, c'est que puisque le volume d'eau prélevable va diminuer, la quantité potentielle des intrants dans les plans de captage va être renforcée, puisqu'on diminuera le volume d'eau à l'intérieur desquels ces concentrations se retrouvent, et donc avec des risques de fermeture sanitaire qui nécessitent d'intensifier des mesures agroécologiques et des PGSE à l'échelle de ces captages. D'où l'augmentation de la redevance de pollution diffuse. En revanche, dans l'équation, vous citez un chiffre qui est repris également par le président Pointreau sur l'accompagnement des fuites. 170 communes, ce sont les seules communes à plus de 50% qui se sont déclarées pour l'année 2023 et pour lesquelles nous déployons 180 millions d'euros. Là, le nombre de communes qui est à plus de 50% est sans doute plus élevé, mais un certain nombre ne se signalent pas de crainte qu'on les oblige à s'intercommunaliser plus vite. J'aurai l'occasion de redire un mot très rapide là-dessus. Il ne peut pas y avoir un système dans lequel des territoires où on n'a pas assumé des hausses du prix de l'eau pour être capable de financer des travaux seraient intégralement subventionnés par l'État, alors qu'en quelque sorte, ils ont joué aux passagers clandestins, là où des territoires qui ont assumé leurs responsabilités et qui ont assumé des hausses de quelques centimes pour aller faire ces travaux, aujourd'hui ont des niveaux de résilience qui sont bien plus élevés. Donc il y a une part de ce financement qui doit relever des collectivités. Il y a un aspect qui manque et qui touche à un autre sujet, qui est la question de l'artificialisation. Nous avons eu, mes chers collègues, des débats sur le fait qu'à un moment, pour que le dispositif boucle, il manquait potentiellement un volet fiscal ou une capacité à faire en sorte de désinciter à artificialiser d'un point de vue fiscal pour générer des ressources. Dans ce pays, environ 6500 communes ont décidé d'activer un dispositif que toutes ne connaissent pas et qui permet d'aller taxer les plus-values de cession des terrains rendus artificiels dès lors que ces cessions dépassent un x3 en termes de revente, avec des conditions de détention, etc. Je pousse l'idée que nous devons, dans ce domaine, faire en sorte de générer une recette au titre de l'artificialisation qui alimente notamment le budget des agences de l'eau pour moitié et le budget des communes pour l'autre. Les agences de l'eau, parce que ça correspond globalement à la préservation de la biodive, puisque l'artificialisation a comme première conséquence cette érosion de la biodiversité, bouche les nappes phréatiques et conduit ensuite à des écoulements plus rapides. Mais à l'inverse, pour aider également les communes, pour avoir des recettes qui leur permettent de pouvoir investir sur les dépollutions des friches. Cet amendement est soutenu par toutes les agences, quelle que soit leur couleur politique. Il a reçu le soutien de l'AMF. Il est vu d'un œil positif par les agriculteurs parce qu'il générait 12 millions de plus pour les jeunes agriculteurs en conduisant à un doublement du rendement. Et je ne doute pas qu'un sénateur, dans les prochaines heures, déposera cet amendement qui fait l'objet d'un regard bienveillant à ce stade du ministre, mais qui est examiné en haut lieu avec insistance également. Et dont le rendement global est assez faible, parce qu'on parle d'environ 200 millions d'euros, et que ça n'est pas une augmentation de prélèvement obligatoire, puisque ce que nous ne faisons pas dans la taxe, on le fera par la redevance. Donc à la fin, c'est étal sur le plan des dépenses publiques. Le sujet, c'est est-ce qu'on va vers une recette qui est liée au stock ou une recette qui est liée au flux? Je suis à votre disposition. Enfin, la circulaire du 11 juin 2010.
je vous découvre des talents d'archéologue, parce que cette circulaire du 11 juin 2010, je vous avoue que je ne la connaissais pas spontanément avant que la question me soit posée, et vous avez eu l'amabilité de transmettre à mon cabinet le fait qu'il y aurait une question sur ce sujet, sinon j'aurais été obligé de sécher sur ce point à la différence des autres. C'est un faux problème. La preuve, c'est que ces plafonds d'emploi déterminés à l'époque sous d'autres gouvernements n'ont pas été spécialement remis en cause parce qu'ils permettaient d'éviter qu'on se retrouve avec des inflations de personnel qui ne soient pas vues depuis le central. Au moment où nous recréons des postes, ça va atténuer une partie de ces difficultés. Et le meilleur exemple, ce sont les agences de l'eau, pour lesquelles j'envisage 66 créations de postes l'année prochaine, en modifiant les plafonds d'emploi qui sont imaginés. Pourquoi est-ce que la circulaire a été faite ? Pour éviter qu'au moment où on a une disponibilité budgétaire temporaire, on fasse des contrats et qu'ensuite on explique qu'on est amené à faire des plans de licenciement puisqu'on a utilisé la trésor pour payer des dépenses courantes et récurrentes. Donc il y a une forme de morale budgétaire à ce qu'on puisse conserver des plafonds, même si parfois il faudrait être capable de les assouplir, notamment en ce qui concerne le recours aux contractuels. Mais à ce stade, les créations pour l'année qui arrive vont permettre de régler une partie des soucis et j'attends avec impatience la liste de ceux qui vous ont sollicité sur le sujet. Louis-Jean de Nicolaï, je réponds avec joie en lieu et place de Dominique Faure. Le niveau du concours aux collectivités territoriales atteint le record l'année prochaine de 7,1 milliards d'euros d'investissement. C'est juste, sans équivalent, puisque c'est même supérieur au crédit qu'il y avait pendant le plan de relance. C'est lié à quoi? C'est lié à la progression du fonds vert à hauteur d'un demi-milliard d'euros, et c'est lié au fait que la DETR et la DSIL ne bougent pas. Mais vous auriez pu dire qu'elles ne bougent pas et qu'elles restent à leur plus haut niveau historique, qui est hérité du plan de relance et qui est conservé. Ces enveloppes de crédit, on pourra toujours considérer qu'elles ne sont pas suffisantes. Je note juste qu'elles sont historiques et qu'elles marquent une progression de près de 10% quand on compare d'une année sur l'autre la réalité des crédits. Vous m'interrogez sur la NCT. J'ai lu un excellent rapport du Sénat, il y a quelques mois, qui s'interrogeait sur le risque d'agenciarisation de l'État. Et ce mot que je ne connaissais pas a évidemment retenu mon attention. Je ne suis pas du tout convaincu que la solution à la multiplication des agences soit la création d'une nouvelle agence. Je pense en revanche que là où la création d'agences a permis d'apporter de la souplesse, il faut qu'on recrée des portes d'entrée uniques et que sur le modèle de ce que vous avez fait dans cet hémicycle, pendant la loi 3DS, en faisant du préfet le référent départemental de l'ADEME pour être certain qu'on n'est pas obligé d'aller discuter alors même que ce sont des fonds qui sont votés par le Parlement auprès de plusieurs, on pourrait imaginer que les portes d'entrée de d'autres agences, y compris celles que vous avez citées, soient davantage au titre de la préfecture, ce qui permettrait déjà de recréer de la souplesse et que l'offre d'ingénierie à disposition des maires soit immédiatement visible à partir d'une entrée qui existe et pas à partir d'une structure dont il faudrait qu'on vote les statuts, qu'on décide de la gouvernance, qu'on crée des budgets, qu'on fasse en sorte de délimiter la place qu'elle a par rapport à celle qui existe. Et puis à propos de rapports sénatoriaux, vous m'interrogez sur les CRTE, et là je vous renvoie au rapport du 9 novembre de M. Martin, M. Benaroche et M. Burgoa, qui pointent, il me semble que c'est dans sa recommandation numéro 5, la suggestion que les CRTE soient financièrement dotés pour ne pas juste rester des revues de projet, mais puissent devenir l'outil, je cite toujours, de la réussite de la transition écologique. Vous m'avez interrogé, et cette journée est marquée d'une pierre blanche dans mon agenda, pour que je puisse venir mardi faire un débat avec vous sur la planification écologique au Sénat à l'heure des QAG de l'Assemblée. Et je vous remercie de me dispenser de cette autre obligation législative pendant le Salon des maires. Je m'y rendrai avec joie et je pense qu'on aura l'occasion de reparler de CRTE et de la place que j'envisage de leur donner dans le cadre de la planification. Parce que si on n'est pas capable de mettre des tuyaux de financement qui arrivent en face des tuyaux de projet, on alimentera effectivement une forme de suspicion sur la capacité des territoires de pouvoir avancer. Le président Pointreau a donc décidé de me parler des ZRR. Vaste sujet. Les ZRR sont censés s'arrêter au 31 décembre de cette année. Il était donc de toute façon nécessaire qu'on imagine un dispositif. Ce dispositif, conçu dans le cadre de plan de France Ruralité, a fait l'objet de discussions avec vous et je vous le dis d'emblée, j'ai bien conscience que le dispositif actuel est sans doute améliorable d'ici la fin du travail sur le PLF. Plusieurs sujets que vous avez pointés. La maille, vous avez eu l'élégance de ne pas évoquer le nombre de bénéficiaires, mais pourtant je pense qu'il est présent dans l'esprit et quand vous citez le chiffre des 92 dans votre commune, chacun peut être capable de faire ce calcul chez lui. Et puis enfin, le statut potentiel des villes-centres à partir du moment où on serait dans des dispositifs de classement qui seraient très englobants. La maille,
la vérité m'oblige à reconnaître que la maille a toujours été intercommunale depuis la création des ZRR en 1995. Et qu'à ce stade, c'est peut-être la limite d'être le porte-parole de Dominique Faure sur le sujet, mais c'est en tout cas ce qui m'avait semblé. Ce que je peux vous dire est la chose suivante. La nouveauté, c'est que ça n'est pas tout à fait une maille intercommunale, c'est une maille intercommunale avec une possibilité de rattrapage à l'échelle communale, qui pourrait concerner, dans les premières épures que nous avons, plus de 3000 communes. C'est donc tout sauf anecdotique. La maille intercommunale a été choisie au titre de la continuité des dispositifs existants. Elle pose la difficulté de se retrouver avec des communes très rurales dont des intercommunalités dont la taille moyenne a augmenté. Il est donc nécessaire d'imaginer un dispositif de rattrapage. Le vrai souci, à mon sens, il est plutôt que les critères actuels conduiraient à exclure 3000 communes en net, peut-être même un peu plus près de 4, du dispositif de ZRR. Je ne vois pas comment nous pouvons faire un plan France Ruralité et passer de 17 000 à 13 000 bénéficiaires quand on connaît les besoins. Et il y aura besoin d'une évolution législative entre maintenant et la fin du débat parlementaire. Ensuite, il y a la question des communes-centres. Et là, ça renvoie au fait de savoir s'il est souhaitable de classer des départements entiers comme les 6 qui ont été fléchés, voire comme les 3 qui pourraient s'ajouter. Et je ne parle ni de la Creuse ni de la Nièvre qui disposent de plans départementaux particuliers. C'est un vrai sujet. Ma tendance personnelle, c'est que si vous mettez les mêmes avantages dans une ville-centre de 15 000 habitants que dans des communes de 1500, à la fin, vous desservez la commune de 1500. Et le risque que vous prenez, c'est que le médecin qui se posera la question de savoir où il s'installe, il aura une tendance, que dis-je le médecin, le dentiste, il aura sans doute une tendance à faire en sorte de se tourner davantage vers le territoire le plus peuplé, où la patientèle la plus large sera importante. Donc, je pense qu'on a quelques mécanismes de correction pour lesquels la co-construction prend tout son sens. Et je peux vous assurer que la ministre chargée des collectivités territoriales et de la ruralité est convaincue que nous devons bouger. Et nous sommes en pleine réflexion approfondie sur le sujet. Je n'irai pas plus loin. Le congrès des maires approche. Et des annonces ou des précisions pourraient approcher aussi. Enfin, vous m'interrogez sur la question du déploiement territorial du plan eau. Je ne reviens pas sur les plafonds mordants, ils sont cruciaux, qu'on puisse les relever au moment où nous avons aujourd'hui les trésoreries dormantes et l'interdiction de dépenser une partie de ces sommes alors qu'il y a des besoins pose évidemment une difficulté. Et là aussi, c'était salué et attendu. Je vous redis que sur l'accompagnement des communes, l'enveloppe de la première année ne dit pas ce qu'elle sera pour les années qui viennent. Nous avons dimensionné des fonds pour l'hydraulique agricole, nous avons dimensionné des crédits pour lutter contre les fuites. Il y aura maintenant à ajuster ça au niveau des différentes agences. Les premières agences, les premiers comités de bassin ont commencé à rendre leur copie en matière de sobriété sur l'atteinte des 10%. J'ai reçu 1 ou 2 plans à ce stade et les autres sont en pleine discussion et un certain nombre vont suivre dans les semaines qui viennent. Ça pourrait faire l'objet d'une communication plus spécifique. Sur la réutilisation des eaux usées, je précise que demain, je consacrerai toute la matinée au plan de sobriété eau au ministère, dans un contexte où les images du nord de la France peuvent donner le sentiment qu'on parle de réalités qui sont différentes. Il n'empêche que quand vous écoutez les experts, on aura des pluies plus abondantes l'hiver et des sécheresses plus nombreuses l'été. Donc ça ne modifie en rien le fait de se poser la question de la façon dont on régule mieux nos réserves dans un contexte où des pluies très abondantes ne remplissent pas aussi bien les nappes que des pluies plus faibles et continues. J'ajoute que sur la Réhute, l'objectif fixé par le plan eau à Savines-le-Lac était de 1000 projets d'ici la fin du quinquennat. Nous avons dépassé les 500 demandes de projets de réutilisation dès maintenant. Le 29 août, le décret concernant les collectivités territoriales est sorti, voirie, espace vert. Le décret concernant l'agroalimentaire est au Conseil d'État, avec un impact très important sur la capacité à pouvoir l'utiliser dans de très nombreux domaines industriels ou agricoles. Et la ministre de la Santé aura l'occasion demain de dire un mot, délégué chargé de la santé, de la partie domestique aux grises et de la capacité demain à rendre possible qu'un lave-linge puisse alimenter des toilettes pour qu'on ait là aussi des types d'économies qui peuvent s'imaginer au moment des constructions initiales de résidences. J'ai essayé d'être aussi rapide que possible. Merci. Je vais donner la parole à Hervé Gillet, puis après à Philippe Tabarot, puis après à Martha de Cidrac. Puis je vais peut-être céder la présidence à Didier Mandelli, puisque je vais m'en aller à la conférence des présidents. Et on va certainement aussi parler un peu ZRR à la conférence des présidents, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Je vais essayer de faire au plus court aussi. Je suis rapporteur donc, concernant les crédits relatifs au transport routier, Monsieur le ministre. Je voudrais revenir sur le leasing social. Et donc, ce leasing, la mise en œuvre a quand même pris du retard, reconnaissez-le, par rapport aux annonces initiales.
Vous nous indiquez qu'elle est programmée donc pour le 1er janvier 2024. On s'en réjouit, bien évidemment, mais on a toujours, nous, à notre niveau, un manque de visibilité sur les paramètres précis du dispositif, sachant que les dépôts des demandes de ménage auraient commencé ce mois-ci. Outre le niveau de revenu, quels critères d'éligibilité seront pris en compte? Est-il par exemple prévu d'introduire un critère géographique lié aux ZFE? Et j'ai introduit aussi, faudrait-il moduler principalement les crédits sur les 5 ZFE prioritaires? Ce qui est aussi une question qui est posée aujourd'hui. S'agissant du calibrage financier, un plafond de 100 € de loyer par mois hors assurance est donc prévu. Combien de modèles de véhicules seraient donc compatibles avec ces critères? Et l'offre de véhicules éligibles au leasing sera-t-elle suffisante pour répondre à la demande selon vous? Une enveloppe de 50 millions d'euros est prévue pour financer ce dispositif en 2024. Sur cette base, avez-vous estimé le nombre de bénéficiaires potentiels? Vous nous avez parlé de 20 à 25 000, c'est bien ça, si j'ai bien compris, pour la première année. Prévoyez-vous donc une montée en charge du dispositif pour les années suivantes? Donc on a besoin d'une clarification. Je précise qu'il y avait une rencontre ministérielle qui était prévue avec les chefs de file de collectivités en septembre et qui n'a pas eu lieu. Donc les attentes sont très fortes et les auditions le font remarquer. Deuxièmement, je souhaite aborder le dispositif de lecture automatisée des plaques d'immatriculation, dit l'API, dont la mise en œuvre en ZFE, autorisée par la LOM, n'a eu de cesse d'être reportée depuis 4 ans. Rappelons que d'ici à peine plus d'un an, ce sont 43 agglomérations qui devront avoir mis en place des ZFE en application de la loi climat et régionale, puisqu'on est toujours sur ce calendrier. On est bien d'accord? Or, comment assurer la crédibilité du dispositif si ces collectivités ne sont pas dotées de moyens adéquats pour contrôler le respect des restrictions de circulation qu'elles devront mettre en place? Pouvez-vous nous exposer les raisons du retard technique, juridique, nous indiquer où en sont les travaux du gouvernement sur ce sujet? La LAPI sera-t-elle bien disponible en 2024? Et puis, les modalités d'acquisition de cet outil suscitent des inquiétudes légitimes au sein des agglomérations qui sont donc concernées par ces ZFE. Avez-vous estimé le coût d'acquisition de cet outil et un soutien financier de l'État est-il prévu sur ce point? Pour terminer, je souhaite aborder l'enjeu de l'interopérabilité des bornes de recharge électriques, un sujet qui gagne en importance compte tenu du déploiement progressif et notamment des ZFE. Quelles mesures allez-vous mettre en œuvre pour favoriser l'interopérabilité des bornes de recharge des différents opérateurs? Ça fonctionne, mais c'est quand même pas aujourd'hui d'une efficience considérable. Et donc, c'est un sujet particulièrement important. Je vous remercie. Merci Hervé. La parole est à Philippe Tabarot. Oui, Monsieur le Président Mandelli, Monsieur le Ministre, je vais faire, cela ne vous surprendra pas, mais je vais faire un petit pas de côté également par rapport au PLF et je souhaiterais vous interroger sur le déploiement des ZFE en complément et si mon collègue Gillet, bien sûr, le permet. En effet, le ministre délégué Bonne a répondu à mes questions sur le programme 203 sur les infrastructures et services de transport. Comme vous le savez, notre commission a adopté en juin dernier un autre excellent rapport d'information intitulé ZFE sortir de l'impasse au terme d'une mission flash. La mission part d'un constat simple. Partout où elles sont instituées, les ZFE se heurtent à d'importantes crispations et à de vives incompréhensions, à la fois de la part des collectivités, à qui il revient de les mettre en place, et des usagers particuliers comme professionnels qui verront, pour une part importante d'entre eux, leurs véhicules affectés par les restrictions de circulation dans les agglomérations, connaissant des dépassements réguliers des seuils de qualité. Je les rappelle, c'est vous qui les avez donnés: Paris, Lyon, Marseille, Strasbourg et Rouen, cher collègue Martin. Je sais que vous, Monsieur le Ministre, vous contester quelque part ces chiffres. Pourtant, ils ne sont que le reflet de la composition du parc automobile français. À l'heure actuelle, 13 millions de véhicules particuliers sont classés critères 5 à 3 ou non classés. De fait, c'est 34% du parc national de véhicules qui ne pourra pas accéder aux agglomérations auxquelles s'applique le schéma de restriction voté par la loi Climat et Résilience que je viens de citer. Certes, et fort heureusement, ces 13 millions de véhicules ne sont pas tous répartis dans les seules unités urbaines des quelques ZFE qui se verront appliquer ce chemin. Pour autant, ces véhicules ne pourront y pénétrer, sauf à revoir le calendrier de déploiement comme nous l'avons proposé. Je souligne d'ailleurs qu'il ne s'agit pas de reporter pour reporter, mais d'être pragmatique. Ce calendrier n'est pas et ne pourra pas être respecté. L'effort de communication que vous avez conduit
avec le talent qui vous caractérise, Monsieur le Ministre, en juillet dernier, a permis de clarifier la situation et de lister publiquement enfin les ZFE concernés par les schémas de restriction de circulation. Pour autant, ce calendrier de mise en œuvre n'a pas été modifié. Depuis lors, votre prédécesseur, Madame Pompili, a également conduit une mission sur l'acceptabilité des zones à faible émission en partant de l'expérience de nos voisins européens. Son rapport propose également un certain nombre de recommandations. Nous avons appris par la presse que vous deviez formuler des annonces sur les ZFE mi-novembre. Et coïncidence du calendrier, nous sommes le 15 novembre. Voilà, ça tombe bien. Donc, quelles sont les évolutions envisagées à ce jour? Entendez-vous vous inspirer des travaux du Sénat sur ce sujet, notamment de la proposition de loi que nous avons déposée en juillet dernier qui porte sur le renforcement de l'information et de la concertation, de l'assouplissement du calendrier ou encore sur une intensification des aides à l'intention des publics concernés? Et cela m'amène à un tout dernier point. Où en est-on de la mise en œuvre du prêt à taux zéro pour les personnes travaillant ou résidant en ZFE? Comme vous le savez, il s'agit d'un dispositif qui a été introduit à l'initiative du Sénat. Nous nous inquiétons de son retard. Merci Philippe. Avant de laisser la parole à Marta Sidrac, dans la mesure où le ministre doit nous quitter dans quelques dizaines de minutes, dans une 25 à 30 minutes, je vais vous donner les règles de fonctionnement pour la suite. Il y a un certain nombre de prises de parole. Je ne pourrai pas satisfaire tout le monde. Donc je vais demander, je donnerai priorité aux groupes qui ne sont pas représentés dans les rapports. Donc je demande à chaque... Il y a 2 prises de parole pour geste. Donc je vous demande de vous mettre d'accord pour qu'un seul intervienne. Et puis Jean-Yves Roux pourra intervenir, ainsi que Marie-Claude Varayas. Pour les autres, je suis désolé, si on a le temps, je vous laisserai la parole, mais je donnerai priorité, si vous l'acceptez, à ceux que je viens de citer. Marta. Merci Président. Monsieur le Ministre, merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous avez cité un certain nombre de rapports sénatoriaux que vous avez qualifiés d'excellents. Je vous espérais que vous avez lu le mien, celui de juillet, concernant bien évidemment la réduction, le réemploi, le recyclage des emballages. Donc je vais vous interroger là-dessus. Il traduit très clairement ma position sur la consigne, sujet éminemment important et éminemment, j'ai envie de dire, irritant parfois pour nos collectivités. Mais surtout, il a fait 28 propositions très claires pour nous permettre en réalité de pouvoir améliorer nos performances en matière d'économie circulaire. Moi, je serai très brève et très directe. Certaines de ces propositions, certaines de ces mesures mériteraient d'être traduites en amendements dans le cadre du PLF, ce que j'envisage de faire. Et donc, j'aurais souhaité avoir votre position et savoir, Monsieur le Ministre, si je pourrais compter sur votre soutien s'agissant d'un certain nombre de ces mesures. Je pense plus particulièrement à la tarification incitative, par exemple. Je fais un certain nombre de propositions dans le cadre de ce rapport. Et si vous permettez une deuxième question concernant la consigne elle-même, puisque à l'occasion des Assises de Nantes en septembre, tout le monde a cru comprendre, et j'ose espérer que nous avions tous très bien compris, que la consigne pour les bouteilles en plastique, pour le recyclage des bouteilles en plastique, a priori, n'était plus à l'ordre du jour. Or, lorsqu'on observe aujourd'hui en réalité la consultation, les agréments et le nouveau cahier de charges des éco-organismes, un certain nombre de doutes s'est immiscé dans l'esprit de nos collectivités, un certain nombre d'inquiétudes, et j'aurais souhaité véritablement, Monsieur le Ministre, que vous nous rassuriez à l'occasion d'aujourd'hui. Voilà, je vous remercie. Merci Marta. Avant de laisser la parole au ministre, je précise quand même que j'avais prévu de poser une question et que je m'en suis exclu, évidemment, je le dis pour les collègues. Il y avait 3 ou 4 collègues LR, donc je le dis pour eux aussi. Bon, Monsieur le ministre. Je vais répondre aussi vite que je peux, même si certaines de ces questions sont un tout petit peu plus techniques. Sur le leasing, moi, dans ce que je sais, c'est que l'année dernière, au Salon de l'Automobile, le Président de la République a dit que le dispositif de réservation ouvrirait avant la fin de l'année 2023 et que les premiers véhicules seraient disponibles en 2024. Donc, de ce point de vue, ça n'a pas changé. Le nombre de véhicules, il est fonction de la restriction à l'Union européenne des constructeurs automobiles éligibles. Et le nombre de véhicules qui le sera très bientôt présenté. Il y aura évidemment plusieurs types de véhicules disponibles. Notre chiffre pour 2024,
il n'est pas fonction d'un engagement budgétaire, mais de la disponibilité des véhicules. Je le redis, dans les discussions qui ont été conduites avec les loueurs. Et je vous confirme le chiffre de 100 €, et j'en profite quand même pour indiquer la chose suivante. 100 €, c'est le montant moyen d'un plein. Donc, le calcul par rapport à une voiture thermique est vite fait. L'éligibilité, vous la connaissez, sur les déciles, reste, si nous sommes victimes de notre succès, de savoir comment on priorise. On ne peut pas prioriser par métier. Ce serait à la fois très complexe et potentiellement à l'intérieur des mêmes métiers, vous pouvez avoir des écarts de revenus ou à l'échelle du couple ou à l'échelle de la personne. Nous regardons, et ça fait partie des sujets qui doivent être tranchés, si effectivement une sorte de priorisation territoriale peut avoir lieu. Il y a plusieurs écoles. Celle dont je me réclame consiste à dire qu'il faut à la fois des territoires ruraux sur lesquels il n'y a pas d'alternative pour les voitures et les ZFE, de manière à apporter des réponses là où on a cette contrainte et en parallèle démontrer que là où on ne mettra pas des transports en commun parce qu'il n'y aurait pas de rentabilité écologique à faire circuler des cars vides sur des routes, nous avons à développer un modèle alternatif à la voiture thermique. Les précisions arrivent, mais je vous assure qu'on est exactement dans l'épure de ce qui a été indiqué. Je vais terminer par ZFE, comme ça je ferai le lien, et donc j'arrive sur l'interopérabilité des bornes de recharge. Dans ce domaine, un certain nombre de décrets successifs ont été pris. Le standard initial, c'est le standard de la directive AFID de 2014, qui a été modifié en 2021 par un décret qui a permis d'ajouter des dispositifs d'amende administrative pour les opérateurs qui ne rendent pas leurs bornes interopérables. Et globalement, à la minute où nous nous parlons, entre le texte de 2014, le texte de 2017 et le texte de la toute fin de l'année 2021, l'interopérabilité, si elle n'est pas effective, peut donner lieu à des amendes et à des sanctions. L'autre sujet, c'est évidemment le plan de déploiement sur lequel vous ne m'interrogez pas. On a dépassé le 1 million de bornes à domicile ou au domicile des gens. On a dépassé les 100 000 accessibles sur l'espace public. Et dans le cadre de la planification écologique, nous prévoyons dans les années qui viennent que ce chiffre soit multiplié par 2, puis par 3, puis par 4, au fur et à mesure que les Français font le choix de cette électrification. Et je me permets de vous renvoyer aux chiffres mensuels d'immatriculation. Le dernier mois connu, nous avons dépassé les 19%. Le mois d'avant, c'était 18%. La moyenne de l'année précédente, c'était 13%. Preuve que malgré certains discours qui remettent en cause du bien fondé de cette trajectoire, nous sommes en plein dedans, et preuve de la nécessité d'accompagner nos constructeurs pour qu'ils ne se fassent pas déborder par ceux qui seraient déjà en train d'innover là-dessus. Sur les ZFE, plusieurs éléments. D'abord, non seulement Philippe Tabarot m'a privé du plaisir de citer son rapport, mais il est, lui, à la différence d'une partie de ceux que j'ai cités, presque sur ma table de chevet. Parce que j'ai bien conscience que le sujet n'est pas encore totalement derrière nous. Laissez-moi vous répondre dans quelques minutes. Je n'ai pas fait de communication, j'ai rappelé ce qui était le droit. À la minute où nous nous parlons, il n'y a pas 43 agglomérations de plus de 150 000 habitants qui vont interdire les critères 5, les critères 4 et les critères 3. Il y a 43 agglomérations qui doivent mettre en place une zone à faible émission, sauf si au cours des 5 dernières années, ils en ont eu 3 dans lesquelles ils sont en dessous des seuils et ils peuvent à ce moment-là demander une exonération à la mise en place du dispositif. C'est la loi que vous avez votée. Et pour ceux qui ne le feraient pas, la seule obligation est d'interdire les véhicules non classés au 1er janvier de la mise en place de leur ZFE, c'est-à-dire 0,5% du parc. C'est tout. Dans les autres territoires, les 5 qui sont en dépassement de seuil qui ont été rappelés par Philippe Tabarot, Paris, Lyon, Marseille, Strasbourg et Rouen, eux sont tenus à un calendrier contraignant. Même si Strasbourg pourrait sortir de ce panel dans le courant de l'année qui arrive si les résultats de la qualité de l'air se confirmaient. C'est tellement vrai, je ne vais pas aller là-dedans. Bref. Toulouse, Reims, un certain nombre de territoires ont d'ailleurs indiqué qu'ils renonçaient à des mesures plus contraignantes au 1er janvier prochain, compte tenu du fait qu'ils étaient territoires de vigilance et pas ZFE,
de facto, ce qui démontre le bien fondé de ce rappel et le fait que le risque d'exclusion pointé par certains n'aura pas lieu. Je précise que l'enjeu reste bien depuis le début un enjeu de santé publique et que de ce point de vue, on devrait collectivement se réjouir d'avoir plutôt moins de territoires concernés parce que c'est la preuve qu'on a une diminution des particules fines et des NOx. Maintenant, pour qu'une ZFE existe, il faut effectivement qu'elle soit effective. Pour qu'elle soit effective, il faut qu'il puisse y avoir des contrôles. Dans le PLF qui vous est soumis, il y a quand même un principe qui est la rétrocession intégrale des amendes aux territoires qui mettront en place ces radars. Moi, j'assume une vision totalement décentralisée du sujet. Les collectivités déterminent le nombre de radars qu'elles souhaitent, elles encaissent les produits de ces amendes. Nous avons dans le cadre du Fonds vert des dispositifs d'appui aux collectivités territoriales qui ont conduit à donner des millions d'euros aux collectivités qui sont d'ores et déjà soumises à ces dispositifs de ZFE, qui ont pu toucher pour certaines jusqu'à 6 millions d'euros pour accompagner la mise en place d'une partie des dispositifs. Donc qu'on ne me dise pas que l'État n'accompagne pas, ça fait partie des mesures classiques sur lesquelles on se tient à votre disposition pour vous donner les chiffres précis de consommation à ce titre. Ensuite, on a le problème de l'homologation des radars. Puisque sur le plan du principe, les choses sont simples. L'homologation est nettement plus complexe qu'il n'y paraît parce que vous avez des critères techniques qui entrent en ligne de compte, notamment sur le fait de savoir si on est sur la lecture des plaques d'immatriculation, mais sur la reconnaissance globalement du type de véhicule pour emporter le fait de savoir s'il est probable qu'il soit critère 5, critère 4 ou critère 3. Et donc sur la façon de le faire. Ce qui nécessite beaucoup d'allers-retours techniques, y compris sur les marges d'erreur qui sont acceptables. Et on est bien sur un problème qui est à la frontière du technique et du juridique et sur un travail dont on peut dire qu'il n'a pas commencé avec le vote de la loi, mais plutôt à l'été 2022, ce qui fait que c'est en 2024 que nous aurons les débouchés, mais que je ne vois pas comment on aura un déploiement avant l'année 2025. Il peut arriver que la presse fasse des approximations. Et la date de la mi-novembre était le début à partir duquel j'étais susceptible, selon mon agenda, de pouvoir réunir les uns et les autres. On est, pour être tout à fait honnête, sur une période qui s'étend de la mi-novembre à la mi-décembre, et avec une recherche de dates fines, en particulier pour réunir les 5 agglomérations qui sont en mode ZFE, et le rapport Pompili de parangonnage, qui permet aussi d'aller regarder comment on fait les 14 pays et les 270 collectivités qui, en Europe, ont mis en place des zones à faible émission, nous renseigne. Et on observe d'ailleurs que dans certains pays, des ZFE sont en train d'être démontés après atteinte de la qualité après atteinte des résultats espérés en termes de qualité de l'air. Je ne vais pas être beaucoup plus long et je pense qu'on aura quelques occasions. Je veux dire à Marta Tsidrack que je ne réponds jamais par anticipation à la question est-ce que vous soutiendrez un amendement tant que je ne l'ai pas vu écrit, mais que je veux lui faire part, compte tenu de la bienveillance avec laquelle j'ai lu son rapport, de la bienveillance avec laquelle j'examinerai ces amendements et je propose peut-être un temps de travail avec un de mes collaborateurs proches pour qu'on puisse lui faire un retour de ce que nous pourrons soutenir. Je crois énormément à ça et dans quelques jours, je reçois officiellement le rapport sur la mise en place d'une TVA à 5,5 sur les produits qui sont précisément issus du recyclage ou du réemploi ou du reconditionnement pour qu'on puisse regarder si ce n'est pas un levier pour être capable de pousser. Je redis ce que j'ai dit plus tôt, il faut que l'écologie elle puisse s'accompagner de gains de pouvoir d'achat pour que ce qui est bon pour la planète et des emplois locaux serve ça. C'est 1,5 million d'emplois, d'ores et déjà l'économie circulaire dans notre pays. Et c'est un chiffre qui progresse tous les ans et qui va être accompagné au travers des bonus, mais je crois à des dispositifs de tarification incitative. Sur la consigne, vous avez pleinement compris et je suis hyper content de votre question. Si j'avais eu à susciter une question d'un sénateur ou d'une sénatrice, j'aurais suscité celle-là. J'ai dit de façon extrêmement claire aux Assises de Nantes que nous ne pouvions pas partir d'un taux moyen national de 62% de recyclage sur les bouteilles en plastique pour en déduire qu'on était obligé de généraliser la consigne, parce qu'en vrai, on varie de 40 à 90% en fonction des territoires. Et qu'au motif qu'on a des territoires qui viennent tout juste, au 1er janvier de cette année, de lancer la collecte sélective en porte-à-porte, de généraliser les consignes d'extension du tri, prétendre que la mauvaise moyenne qui est la nôtre devrait conduire à mettre la consigne partout est une fausse bonne idée parce que nous avons des effets de bord dans la mise en place de la consigne. Les déconsigneurs seront sur les parkings et grandes surfaces et poseront des difficultés au commerce de centre-ville. Ils donneront l'illusion à une partie de nos concitoyens que c'est écolo d'acheter du plastique. La preuve, c'est que dans des pays qui sont à 90% de recyclage, il n'y a pas de baisse de la production de plastique. Il y a une augmentation du nombre de bouteilles qui sont mises sur le marché. Pour que ça fonctionne, il faut être aux alentours de 15 centimes par bouteille. Augmenter le prix des packs de 1 € dans le contexte dans lequel nous sommes,
en se disant que 90% des sommes seront récupérées, mais ce qui laisse quand même un delta, ne me semblait pas être un excellent signal à bien des égards. On pénalise les collectivités les plus vertueuses, celles qui ont investi dans des centres de tri, qui ont déjà mis en place des consignes, qui se sont lancées dans les dispositifs. Bref, en apparence, c'est une bonne idée. Le jour où on va soulever le capot pour regarder comment ça fonctionne, on s'apercevra qu'on est loin de la réalité telle qu'elle se présente. Je viens d'envoyer le cahier des charges de la REP emballage. Il est fait mention d'une consigne, mais de celle que j'ai évoquée à Nantes. J'ai dit quoi? J'ai dit que nous allions paramétrer la mise en place de consignes régionalisées. Je demande donc, dans le cadre de cette REP, qu'on me dise s'il est possible de mettre en place des consignes régionales. Parce que, avec 45% de taux de consignes pour la totalité de la région Île-de-France, si demain on est sur des territoires qui flirtent avec les 90, mais qu'on a une région qui nous plombe ou un autre territoire qui le fait, je ne veux pas exclure par anticipation que ça puisse être la solution, là où il n'y a pas eu suffisamment d'efforts collectifs. Notre pays paie 1,3 milliard d'euros d'amende au titre de l'Union européenne compte tenu de son mauvais taux de recyclage. 800 millions au titre des ménages, 500 millions au titre des entreprises. Vous avez raison, mais ce que je veux dire, c'est que notre intérêt collectif est quand même de diminuer ce chiffre, donc d'améliorer notre taux. Et il n'est pas logique que des territoires qui sont à 90% paient au travers de leurs impôts nationaux la part qu'ils ne devraient pas payer si on territorialisait une partie de cette amende sur la base des résultats de recyclage. Et donc, de façon très concrète, je souhaite qu'on puisse poser la question de la façon dont fonctionnerait une consigne régionalisée, la région Île-de-France étant plus grande que la Belgique, preuve qu'on peut le faire à ce type d'échelle. Je ne dis pas qu'on va le faire, je dis qu'on a la nécessité de se poser la question de comment on fait. Je suis donc cohérent avec ce que j'ai dit, et si vous lisez mot à mot le cahier des charges, vous apercevrez qu'il n'y a rien d'autre à l'intérieur. Très bien, merci Monsieur le Ministre. Alors dans l'ordre, je vais laisser la parole à Marie-Claude Varias. Merci à vous. Je suis là. Roland Dantec et Jean-Yves Roux. Alors, très court, s'il vous plaît, pour avoir le temps d'avoir la réponse. On fera une question de réponse. Une question et une réponse. Monsieur le ministre, les territoires ruraux, vous le savez, représentent 90% des communes françaises et ce sont, à n'en pas douter, des acteurs incontournables de la transition écologique parce qu'ils disposent des ressources naturelles. L'eau, l'air, les produits agricoles et forestiers, en fait tous les ingrédients de l'industrie verte. À travers le plan France Ruralité, je ne doute pas de votre volonté d'apporter un début de réponse aux maires ruraux qui ont vu disparaître leurs services publics, leurs médecins et quelquefois les quelques industries qui leur restaient avec la baisse d'attractivité qui en résulte. Alors même si l'enveloppe de 90 millions d'euros dédiée à ce programme France Ruralité nous apparaît insuffisante, les quelques mesures envisagées apparaissent positives, comme la valorisation des aménités rurales à travers une dotation dédiée notamment à la protection de la biodiversité, le programme Village d'avenir, à condition que ce programme Village d'avenir, bien sûr, couvre plus de 500 communes. Il y aura peut-être une autre jauge derrière ces 500, et que par ailleurs, au-delà de l'ingénierie mise à disposition des communes, les projets puissent être aidés financièrement, et à cet égard, j'aimerais que vous puissiez me répondre, parce que l'ingénierie c'est bien, mais derrière il faut financer les investissements. S'agissant du fonds vert, bien sûr c'est positif qu'il soit porté à 2,5 milliards. Pour autant, si la hausse des moyens dédiés à la transition écologique est à saluer, son financement, bien évidemment, ne peut pas se faire au détriment d'autres lignes abondant les budgets locaux. C'est une préoccupation chez les élus et si on veut qu'ils s'engagent, à mon avis, il faut tenir compte de cela. Le comité des finances locales dénonce la suppression progressive de la CVAE et dit même que c'est comme un hold-up, c'est pour eux un hold-up destiné à financer le fonds vert. Je prends acte. Une récente étude publiée le 7 novembre par l'Institut de l'économie pour le climat détaille 4 scénarios destinés à financer l'accélération des investissements climat des collectivités à l'horizon 2030. Il y en a un qui me plaît un peu plus que les autres. Le scénario appelé État se fonde sur une augmentation du soutien de l'État, précisément par une indexation de la DGF sur l'inflation et par la pérennisation du fonds vert au-delà de 2024 à 2,5 milliards. Voilà qui serait de nature à motiver nos élus. Je voudrais savoir ce que vous en pensez. En tout cas, moi, je pense que ce serait de nature. Enfin,
Pour terminer, Monsieur le maire, rapidement, par respect pour les collègues. Monsieur le ministre, mais j'en ai pour 1 minute. Je souhaite par ailleurs attirer votre attention sur la multiplication des phénomènes de catastrophes naturelles. Parce que je suis très concernée en Dordogne et comme dans d'autres départements, j'avais déposé un amendement l'année dernière qui n'a pas été retenu et 20 millions me semble insuffisant prévu au PLF. Très bien, merci. Monsieur le ministre. Très bien. Ingénierie, financement de la transition écologique, catastrophes naturelles et accompagnement. Vous faites bien de citer l'Institut pour le climat. Pisani-Ferry, c'est 68 milliards et Madame Malfouz, c'est 68 milliards de besoins. Dans ces 68, c'est entre 30 et 33 pour la part publique. Dans ces 30 à 33, c'est une vingtaine de milliards pour la part État et une dizaine de milliards pour la part collectivité territoriale. Avec 2,5 milliards, nous faisons 12,5 milliards d'euros d'investissement pour le climat. On est dans les purs du besoin défini par I4C. Le sujet, c'est est-ce que les estimations sont justes. Et globalement, je le dis aussi, j'ai commencé en vous parlant du coût de l'inaction. Il faut bien mesurer que dans un certain nombre de cas, c'est aussi une philosophie qui consiste à faire bien pour avoir à éviter d'y revenir et de mesurer qu'une partie des investissements pour le climat, à la différence de d'autres, sont porteurs d'économies de fonctionnement. Et donc, il y a une vertu, pas seulement écologique, mais potentiellement budgétaire. Les 2,5 milliards, ils sont sanctuarisés, ils le sont jusqu'à la fin. La DGF, éternel débat. J'observe que, à la minute où nous nous parlons, des gouvernements de droite et de gauche au cours de ces dernières années ont ou mis fin à l'indexation ou ponctionné dans des proportions importantes les moyens des collectivités, que pour la première fois depuis 13 ans, nous avons relevé les niveaux de DGF l'année dernière, certes que de 320, mais je vous rappelle qu'on était à 0 les années précédentes, un nouvel effort cette année et que je ne peux pas préjuger de ce qui se passera. Ma conviction la plus forte, c'est que la DGF est en bout de souffle. C'est que quand vous avez une dotation qui repose sur un nombre de kilomètres de voirie, alors que dans une partie des territoires, ça a été doté aux intercommunalités, quand vous ne reposez que sur les personnes alors qu'il faut tenir compte des territoires, quand vous avez des DSU et des DSR qui se croisent en fonction des fusions de communes, on a besoin d'assises de la fiscalité locale et de repenser un panier qui se gère de manière différente sur le plan des subventions. C'est ma conviction personnelle. Enfin, le hold-up sur la CVAE, c'est une escroquerie intellectuelle. Pardon de vous le dire de cette manière. La CVAE est compensée via la TVA. Donc, qu'on aille dire qu'on compense une recette et qu'en plus on ajoute une subvention, ça fait un solde pour l'État qui est de la totalité du montant de la CVAE auquel vous ajoutez le montant du fonds vert. Et écoutez le silence des régions, qui sont les premières bénéficiaires de fractions de TVA. Leur silence l'année dernière est lié au fait que quand vous avez une inflation de 9%, ça veut dire que vous avez une progression des crédits de TVA de 9%. La moyenne de la hausse du rendement de la TVA est supérieure à celle de la CVAE en moyenne d'1 point au cours de ces dernières années. Ça a un inconvénient majeur, c'est qu'un territoire qui fait plus que les autres pour la réindustrialisation ne touche pas totalement son bonus. Mais sur la moyenne des soutiens aux collectivités territoriales, je vous le dis comme je le pense, on est sur une recette dynamique. Enfin, sur les catastrophes naturelles. Notre système, là aussi, est à bout de souffle. Nous ne pouvons pas continuer à gérer avec une CCR dotée de 3 milliards d'euros, 11 millions de personnes qui sont potentiellement concernées par le retrait-gonflement d'argile, des dizaines de milliers de personnes qui sont concernées par l'érosion du trait de côte, l'augmentation des risques éboulements, et donc dans le plan d'adaptation d'une France à 4 degrés, dans la manière de se prémunir, il faudra qu'on fasse bouger nos critères de catastrophes naturelles et nos modes de solidarité. Parce qu'en plus, on va avoir des assureurs se retirer d'un certain nombre de marchés contre les aléas climatiques, compte tenu de l'ampleur de ce que ça pourrait coûter. Donc on a un effort de conception et de refonte sur lequel, pas seulement pour la Dordogne, Madame la sénatrice, je vous donne totalement crédit de la nécessité d'ouvrir ce chantier. Nous le menons pour le moment en interne, on le fera évidemment sous le contrôle de la commission spéciale présidée par Ronan Dantec, puis sous le contrôle du Parlement en début d'année prochaine. Très bien, merci Monsieur le ministre. Ronan. Oui, merci Monsieur le Président. Alors, il faut imaginer Sisyphe heureux, mais dans le cas présent, j'ai le sentiment qu'on n'est plus très loin du moment où on va réussir à coincer le rocher sur le haut de la colline. Je reprends ce qu'a dit de manière très opportune Pierre-Jean de Nicolaï sur le fait que, donc la Cour des comptes a bien dit que le CRTE ne jouait pas son rôle intégrateur, que le point 5, nous en avons parlé tout à l'heure au café, du nouveau rapport du Sénat parle bien du fait qu'il faut une dotation socle pour les CRTE. En fait, on est en train de se rapprocher de ce qu'on plébiscite au Sénat depuis des années. C'était une dotation de fonctionnement socle, climat ou transition.
On a élargi depuis à la biodiversité. Et donc ma question, Monsieur le ministre, est extrêmement précise. Si nous mettons un amendement pour prendre 600 millions, c'était la somme pour les intercos, 600 millions du fonds vert pour une dotation socle pour les intercos, donc c'est à somme constante, qui permettrait en plus de reprendre, ça a été dit, les 60 millions de villages d'avenir qui ont été mal reçus sur mon territoire. On a eu le cas, puisque le territoire de Châteaubriand a reçu. Une partie des communes disent, mais on ne peut pas, alors que Village d'Avenir dit bien qu'on a un problème de fonctionnement et d'ingénierie. Donc on arrive aux mêmes conclusions. On pourrait réintégrer dedans le contrat d'objectif territorial de l'ADEME qui donne de bons résultats par ailleurs. Donc on y est, allons-y. Mettons cette dotation socle avec peut-être des objectifs, puisqu'on n'a pas réglé encore ce rôle de contrat intégrateur du CRTE, ce n'est pas nous qui le disons, et je pense qu'on y est prêt. Donc voilà, notre proposition est simple, à un financement constant, on met enfin cette dotation socle dont on a besoin pour mettre en cohérence les politiques publiques territoriales, maintenant que tout le monde a compris que sans ces politiques publiques territoriales, on n'y arriverait pas. Donc première question extrêmement précise. Deuxième question qui vient de l'Assemblée nationale, et très rapidement je le sais, on a toujours le débat sur le fait de sortir une partie de l'investissement de transition du calcul classique de l'endettement des collectivités. Cette question est d'autant plus prégnante parce qu'il y a un point dont on n'a pas parlé, mais qui réimpacte fortement les capacités de transition, c'est l'augmentation des taux d'intérêt, qui change profondément les temps de retour sur investissement, par exemple sur l'efficacité énergétique pour les collectivités. Or, l'Assemblée a ouvert, lors du débat sur le PLF, cette question d'avoir une forme de comptabilisation, ça n'empêche pas qu'il faudra les rembourser, une force de comptabilisation spécifique pour les investissements de transition des territoires. Donc, est-ce que vous êtes ouvert au fait qu'au Sénat, on remette ce qui a été ouvert par l'Assemblée nationale? Donc deux questions extrêmement précises, je ne serai pas plus long, puisque nous n'avons pas le temps, mais mon collègue Jacques Fernique, que je remercie, reviendra en séance sur la question Stocamine, qui est aussi dans le budget. Très bien, on l'attend avec impatience. Monsieur le ministre, d'abord, notamment sur la dette verte. Je dois des excuses à Marie-Claude Varias parce que je n'ai pas répondu sur Village d'Avenir, et donc je remercie Ronan Dantec d'avoir relancé. Vous avez tout à fait raison, on est sur une première génération, on va évidemment regarder avec la NCT le nombre de demandes que nous avons. Pour être totalement honnête et transparent avec vous, je n'ai pas à titre personnel poursuivi ou piloté le montant de ce qui était la première marche et le nombre de ceux qui seraient labellisés. Je me permets quand même de vous dire que les crédits, par définition, ils visent à accompagner du service fait. Et donc du service fait que sur une année de lancement, même si vous lancez des dépenses, le moment où vous pouvez les justifier, les constater et faire en sorte de les payer, fait que vous avez toujours un retard à l'allumage sur les dispositifs. Et donc, il ne faut pas se baser sur la somme qui est inscrite au budget 2024 pour dimensionner le nombre de ceux qui pourraient être accompagnés. Je ne pourrais pas vous dire la même chose dans un an. Il va falloir continuer à porter un peu le rocher, monsieur Dantec, pour une raison simple. Dire que je prends 600 millions sur un fonds vert qui représente 2,5 milliards, qui correspond globalement à un besoin de soutien à l'investissement dans un contexte que nous avons décrit pour aller le mettre sur du fonctionnement, je n'y suis pas favorable à la minute où nous parlons, pour 3 raisons. La première, c'est que nous venons de lancer des COP territoriales qui visent à ce que pour le milieu de l'année prochaine, nous ayons précisément la somme des demandes des collectivités correspondant à leurs besoins de planification. Pourquoi le mois de juin? Parce qu'on commence le budget de l'État en juillet. Que quelque chose me dit que la demande que vous portez pourrait émaner de ces trajectoires territoriales. Là, ou pour l'année qui arrive, le fait que nous ayons reçu 18 000 demandes de subventions dans le cadre du fonds vert fait qu'après en avoir satisfait 8 000, je suis plutôt satisfait que nous puissions nous dire qu'on va pouvoir accompagner celles qu'on n'a pas pu prendre cette année au titre de l'année qui arrive, avec en particulier le lancement et l'enclenchement d'un plan pour les écoles, qui est absolument crucial, aussi bien en efficacité énergétique qu'en conséquence pour les collectivités territoriales, puisque dans la quasi-totalité des communes de ce pays, l'école est le premier bâtiment en termes de consommation énergétique et donc la première source de dépenses. Enfin, le sujet, c'est celui de la maille. Est-ce qu'on est sur les intercos? Il y a des débats aujourd'hui multiples que vous n'ignorez pas, avec dans certains cas le fait de considérer que la commune doit pouvoir être responsabilisée et pas disparaître du dispositif. Dans d'autres, l'interrogation sur ce qu'est le rôle du département pour être l'assemblier du dispositif. Dans un troisième,
des bassins de vie qui peuvent prendre la forme de PCAET, qui pourraient nécessiter des appuis. Et je me souviens, y compris de discussions précédentes que nous avions eues sur cette dotation climat. Donc la vérité m'oblige à vous dire que je ne donnerai pas un avis favorable à ce qu'on prenne 600 millions d'euros du fonds vert pour en faire une dotation de fonctionnement qui vienne amplifier la hausse des moyens de fonctionnement des collectivités au titre de l'année 2024. Que la réflexion sur le bon accompagnement des collectivités sera au cœur de la suite des COP territoriales. Ah, la dette verte. Je suis totalement favorable. J'ai personnellement défendu ce principe au moment de nos débats sur le tiers-financement en disant qu'il fallait de toute façon qu'on soit capable, non pas de faire de l'habillage de bilan, mais de distinguer la dette qui nous permet d'éviter des dépenses de fonctionnement et de faire face au coût de l'inaction. Et le premier étage, c'est le budget vert. Et je voudrais avec peut-être une toute petite pointe d'émotion vous dire que notre pays a perdu un grand-maire, qui était le président de la commission des finances de l'AMF, qui a été emporté par une maladie il y a un peu plus d'un mois, Pierre Breteau, et qui portait ces questions financières et qui a été emporté par un cancer il y a tout juste un mois, qui a emporté un vote favorable de l'AMF sur la mise en place de budget vert pour les communes de plus de 3500 habitants, lors de la dernière commission qu'il a présidée. Et donc c'est pas sans une certaine émotion que je pense que là, on aura l'outil de dialogue qui permettra déjà, en disant ce qui est vert, de commencer ensuite à pouvoir potentiellement le comptabiliser dans les trajectoires d'investissement. Et donc, c'est un socle utile qui est dans le PLF, qui vous est proposé dans la copie initiale avec l'accord de l'AMF. Et enfin... Très bien, merci, ministre. Jean-Yves Roux. J'aurais qu'une question, monsieur le ministre. Ne vous inquiétez pas. Juste une question sur la compétence GEMAPI que je voulais vous poser. Par rapport, donc vous le savez, nous sommes quelques-uns depuis des années à avoir alerté sur l'inadéquation de ressources mobilisées pour l'exercice de la compétence GEMAPI. Le ministre et député Joël Giraud a déposé un amendement au PLF pour 2024 sollicitant un rapport parlementaire dans les 6 mois jugeant d'une opportunité d'introduire une solidarité amont-aval pour l'exercice de cette compétence. La mission d'information sur la politique de l'eau de nos collègues Pointreau et Gillet propose d'introduire une fraction de la taxe GEMAPI mutualisée sur l'ensemble des bassins versants pour, je cite, soutenir les actions au titre de la GEMAPI des EPCI disposant de peu de ressources et de longs linéaires à proposer. Voilà, je voulais avoir un peu votre avis là-dessus, s'il y a eu une réflexion pour apporter un peu des financements complémentaires, car dans mon département, les Alpes-de-Provence, on a des petites communautés de communes de 11 000 habitants. Ils ont fait une étude pour la protection des inondations. Ils ont un coût de travaux de 15 millions d'euros et avec les recettes à 40 euros par habitant, ils arrivent à peine à 1 million d'euros. Voilà. Merci, monsieur le ministre, de votre réponse rapide. Oui, merci, Jean-Yves. J'invite les collègues qui n'ont pas pu poser leurs questions, et je le regrette, de le faire par écrit. Et je pense que le ministre va s'engager à y répondre. Très bien. Je voudrais d'abord vous remercier du temps que vous m'avez consacré et vous dire que je suis confus. L'année dernière, on m'a rapporté que j'étais resté jusqu'à la dernière question à un peu plus de 2h40. Cette année, les difficultés d'agenda font que je ne peux pas me dérober par rapport à ce qui m'attend à 18h30. Et sans vous dire de quoi il s'agit, je préférerais rester avec vous. C'est vous dire à quel point... Bref. Donc, non, tout ça pour vous dire la chose suivante. GEMAPI, ça m'inspire 2 réflexions. La première, c'est qu'on est dans un pays formidable, où c'est dans les 3 mois qui précèdent la mise en œuvre d'une modification législative annoncée il y a 10 ans que tout le monde se réveille. Je vous rappelle que c'est un texte de 2014 qui prévoit que c'est en 2024 que la compétence sera pleine et entière. Et ça me rappelle avec amertume la loi sur l'accessibilité universelle ou d'autres sujets sur lesquels tout le monde est d'accord, et puis tout à coup, quand on se retrouve au moment où ça arrive, on explique que les choses sont complexes. Et je le dis en mesurant aussi que même l'État a plutôt intensifié son travail au cours de ces derniers mois, là où des questions avaient été posées un peu plus tôt, et c'est un sujet que je connais un peu pour avoir été dans une ancienne vie président d'une communauté urbaine concernée par une grande façade sur la Loire et sur des digues domaniales qui sont encore une difficulté particulière à l'intérieur de la GEMAPI. Nous voyons d'un très bon œil la solidarité amont-aval. J'ai fait personnellement sauter la condition qui obligeait à lever la taxe pour pouvoir demander du fonds vert pour accompagner des crédits de travaux. Et ce sera officiel dans le guide qui sera présenté l'année prochaine. Je le dis parce que l'argument selon lequel
on exigeait que les gens aillent lever l'impôt pour ensuite demander une subvention. Moi, je considère qu'il y a une forme de liberté de gestion qui fait que si certains souhaitent concentrer des subventions pour faire quelque chose dans un endroit et dans d'autres l'appliquer de manière différente, il faut qu'on laisse cette souplesse. Et puis on a potentiellement des dispositifs au titre de Barnier qui sont également mobilisables. En vrai, je pense qu'on y verra aussi plus clair dans quelques mois entre ceux qui disent qu'ils redoutent, ceux qui se sont déjà très bien organisés, qui ont mis en place les dispositifs, et ceux qui s'organisent avec des solidarités qui n'attendent pas de règles. Je prends un exemple chez moi. On a considéré qu'il ne fallait pas se baser seulement sur le linéaire de façade, mais qu'il fallait qu'on tienne compte du nombre d'habitants des intercommunalités, et qu'on pouvait corriger le linéaire de façade pour que là où il y avait beaucoup d'habitants, ils payent un peu plus que là où il y avait peu d'habitants sur un grand linéaire de façade, et que ça permettait de mettre en place une solidarité effective. Donc on va avoir des retours très bientôt, mais solidarité amont-aval, oui, et mise en place d'un fonds vert qui ne soit pas conditionné à la taxe, la réponse est oui aussi, même si vous ne m'avez pas posé la question, c'est ma réponse. Merci infiniment et à très bientôt, parce que je crois qu'après on va faire le truc pour de vrai dans l'hémicycle, à un moment sur ces différents sujets. Merci, Monsieur le Ministre. Merci, chers collègues. C'est parfait.